Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'étudier la méthode Delphi. C'est une méthode fort utilisée en marketing pour comprendre les enjeux complexes et notamment en business to business. À l'agenda, nous parlerons tout d'abord de la méthode Delphi. Nous verrons ensuite comment elle s'organise, comment faut-il formuler les questions, comment peut-on traiter et analyser les différents résultats, et nous envisagerons aussi la méthode Delphi parmi les études qualitatives et plus particulièrement les groupes Delphi. Commençons tout d'abord par la méthode Delphi. Alors, la méthode Delphi, elle est assez simple, c'est une méthode relativement performante qui s'organise autour de l'interrogation répétée d'experts pour obtenir des réponses à des problèmes particulièrement aigus en business to business. Elle a été mise en place par Dulce Helmer de Rand Corporation en 1950. Le principe de cette méthode, c'est qu'elle est souvent utilisée pour, par exemple, évaluer les conséquences d'un changement majeur, prédire le rendement d'une nouvelle technologie, identifier des tendances technologiques, économiques, sociales du futur. Vous voulez par exemple imaginer la mise en place d'une nouvelle technologie comme des guichets automatiques, comme l'utilisation des smartphones dans le système de paiement. La méthode Delphi s'applique à ce genre de choses. Elle permet aussi d'évaluer les besoins de formation et de perfectionnement et de saisir les réalités d'une entreprise, d'une société. Elle est donc largement utile pour résoudre un grand nombre de problèmes. Elle permet même d'observer des enjeux économiques résultant de phénomènes majeurs comme la mondialisation des marchés. En fait, elle va permettre d'identifier les opinions existantes dans toute leur diversité, puisqu'on va interroger des experts différents. On va connaître les arguments qui justifient les différentes opinions et donc mieux appréhender où se situent les freins ou les points d'intérêt de chaque expertise, évaluer les impacts et les conséquences d'un point de vue particulier, identifier et évaluer l'acceptabilité des différentes opinions, qu'est-ce qui peut être défendu, qu'est-ce qui doit être pris en compte, et inventorier les différentes mesures politiques qui pourraient répondre à la problématique, à la question donnée. Passons maintenant à l'organisation pratique. Alors, une organisation est assez simple, c'est une étude, donc on va d'abord définir la problématique, on va identifier cette problématique, définir ce qu'on appelle la question de recherche. Ensuite, sur ce base des questions de recherche et des hypothèses qui auront été formulées, on va sélectionner et recruter les experts les plus adéquats à la méthode. On veillera à diversifier les experts pour avoir un panel représentatif. Ensuite, nous allons passer à l'organisation d'un premier tour. L'idée, on va administrer un questionnaire auprès des experts ou des participants. On va compiler ensuite et analyser les réponses de ces experts, de ces participants, et puis on organisera un second tour, où il y aura un second questionnaire qui sera administré. On va réévaluer les réponses antérieures données par les experts ou les participants. Ensuite, on va compiler et analyser les réponses des experts participants et éventuellement organiser d'autres tours dans le cas des différences majeures apparaissent. Et finalement, on vérifiera le consensus établi par ces différents experts. L'échantillon en lui-même sera un échantillon de jugement, c'est-à-dire qu'on sélectionne sur base de ce que le chercheur va estimer comme compétent des experts en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. En général, on sélectionnera entre 30 et 100 experts. Alors, ces caractéristiques, première chose, on va le garantir l'anonymat. Les experts ne seront pas identifiés. On identifiera l'origine, la provenance des experts, mais pas
l'identification personnelle de chacun de ces experts. Alors, ces experts seront sélectionnés sur base de différentes caractéristiques, la connaissance de la problématique étudiée, ils doivent bien sûr être un expert, le haut niveau d'objectivité qui les caractérise, la disponibilité et la motivation à participer. Et puis le principe, on va organiser ce premier tour. Chaque participant va donner son avis sur un problème complexe en répondant à une série de questions. De cette manière, le sujet peut être approfondi et les questions les plus problématiques peuvent apparaître. Au cours de la phase suivante, donc le deuxième tour, les experts sont confrontés à la vision des autres experts et peuvent modifier ou éventuellement préciser leur avis à la lumière des commentaires. Par exemple, ils trouvent les propositions des autres experts adéquates, adaptées ou non réalistes. Lorsque des différences fondamentales se manifestent, un troisième tour peut être organisé pour mieux comprendre et discuter les arguments sous-jacents. Cette étape peut être répétée aussi longtemps que nécessaire jusqu'à trouver un consensus. Mais l'enquête peut bien sûr s'arrêter avant et conclure par la mise en évidence et l'explicitation des différentes existantes. Il faut généralement savoir que la moyenne des secondes réponses au deuxième tour donne le résultat le plus probable. Et donc les tours supplémentaires ne sont organisés que de manière rare et en cas de divergence fondamentale. Comment formuler les questions lors d'une méthode Delphi? Vous voyez apparaître à l'écran directement un exemple de formulation de questions. Par exemple, la formulation « La publicité nécessaire dans un contexte de marché globalisé au sein duquel joue de fortes concurrences ». On demandera donc aux participants, à l'expert, d'évaluer les propositions en leur attribuant une cote de 1 à 5. 1 signifie que l'on n'est pas du tout d'accord, 5 signifie que l'on est tout à fait d'accord. Et on lui demandera par exemple de mettre en gras le chiffre correspondant à sa réponse. S'il n'a pas d'opinion, il peut choisir la case PO, pas d'opinion. S'il ne se sent pas compétent pour évaluer la proposition, il choisit la case PC, pas compétent. Il a aussi la possibilité d'accompagner sa réponse d'un commentaire et les résultats sont présentés question par question, de manière à ce que la personne s'y retrouve. Alors, lors du premier tour, la formulation est importante. Elle est formulée, chaque question est formulée de manière ouverte et créative. Les experts sont invités à répondre lors du premier round de questions en se positionnant sur une échelle d'attitude et en justifiant leur jugement. Lors du second tour, le questionnaire est ensuite renvoyé accompagné des résultats de la première phase. Chaque expert a ainsi la possibilité de confirmer ou de modifier son propre point de vue. Il faut savoir que, de manière générale, les opinions sont collectées sur base d'une échelle d'attitude de 1 à 5. Il est important de les borner, donc 1 signifie quoi, 5 signifie quoi. On peut éventuellement utiliser des échelles comme chez les anglo-saxons de 1 à 7. L'important, c'est d'utiliser toujours les mêmes types d'échelles et de prévoir que la personne peut ne pas avoir d'opinion ou estimer qu'il n'est pas compétent pour répondre à une question, par exemple, de nature trop technique. Regardons maintenant comment traiter et analyser les résultats. Alors, nous voyons directement apparaître ici un résultat. La publicité permet d'informer les consommateurs. Ce qui est important, c'est qu'il y a 5 groupes d'experts qui ont été identifiés, le gouvernement, donc les pouvoirs publics, les ONG, des experts dans le secteur, des annonceurs et le secteur publicité. Et on voit directement leur évaluation, comment elle a été faite. Un commentaire accompagne cette évaluation. Ce qui est important, c'est d'identifier les propositions pour lesquelles il existe un accord, positif ou négatif. Deuxième chose, des propositions pour lesquelles il existe une tension entre les avis des participants, comme sur le graphique ici, et l'analyse va montrer les équilibres entre différents profils constitutifs de la thématique d'enquête.
On voit ici sur le graphique que des résultats peuvent être perçus de manière très différente selon qu'il s'agit des pouvoirs publics ou par exemple le secteur de la publicité. Les énoncés consensuels sont regroupés par catégorie et ensuite un rapport comprenant une synthèse de la situation et des recommandations portant sur la problématique de l'étude est rédigé. L'étude qualitative est une étude à caractère intensif qui utilise comme procédure de récolte de données une approche ouverte, non directive, permissive et indirecte des personnes interrogées. Le répondant s'exprimant selon 3 niveaux de discours. Le discours socialement acceptable, le dit. Le dit du non-dit, ce que le répondant accepte de dire du non-dit. Et enfin, le discours non acceptable, non-dit, qu'il est difficile de collecter. Ces études permettent avant tout d'obtenir des renseignements et visent à approfondir un sujet traité. Le mode d'interrogation est généralement non structuré et le nombre de contacts est relativement peu élevé. L'étude qualitative recherche les causes, les fondements d'un comportement, d'une attitude et d'une perception. Généralement, elles répondent à la question, et on résume ça par un terme, pourquoi ? De plus, leur méthodologie présente des caractéristiques suivantes. Elle part du principe que la réalité n'existe pas, mais que chaque personne a une perception différente de la réalité, possède sa propre perception. Elle s'attache à la fois à mesurer des phénomènes conscients et non conscients. La signification d'un comportement n'est souvent pas immédiatement accessible au comportement lui-même. Et donc, on va devoir développer une relation dialectique entre le dit et le non-dit. L'entretien sera donc confié à un spécialiste, un psychosociologue, qui doit développer des compétences particulières pour permettre une large expression des sentiments, et il utilisera des méthodes issues de la dynamique de groupe ou de la psychosociologie. Il va développer la congruence, l'empathie, l'écoute active et la reformulation. Il est intéressant de constater que les méthodes qualitatives, et notamment les entretiens de groupe, ont aussi recours parfois à la méthode Delphi. On va donc regrouper à la fois cette approche permissive, congruente des groupes qualitatifs, pour la fusionner avec les principes Delphi. Alors, cette méthode a connu différents développements au niveau des enquêtes qualitatives, sous forme de ce qu'on appelle des groupes de participation Delphi. La différence par rapport à un groupe classique, les participants des groupes Delphi ont comme consigne de ne pas communiquer entre eux dans l'exécution de leurs tâches. Généralement, on utilise ces groupes pour couvrir une thématique sous ces angles très larges, les questions ouvertes de type créatif. Comment pourrait-on faire de façon à couvrir le sujet sous tous ces angles? Dans ce cas, comment va-t-on fonctionner? Alors, le principe, c'est qu'on a une consultation en plusieurs tours, comme dans l'ensemble des groupes Delphi, donc généralement 2 à 4, la méthode Delphi, et on va interroger les répondants individuellement sur des questions ouvertes de type créatif, de manière à couvrir tout le sujet. À chaque fois, les opinions sont décodées, analysées, compilées, de façon à déboucher sur un consensus. Et chaque répondant prend connaissance des opinions des autres, mais sans savoir qui a dit quoi. Cela reste anonyme. Alors, il n'y a pas de communication entre les intervenants et chaque participant peut à chaque moment revoir ses opinions après avoir pris connaissance, toujours de manière anonyme, des opinions des autres participants et des raisons qui les ont motivés. Ce qui fait que nous avons donc deux façons d'appliquer la méthode Delphi. Une méthode plus classique qu'on utilise en business to business, là où il est souvent difficile de faire des entretiens qualitatifs classiques, et puis une méthode qu'on utilise plutôt en B2C, business to consumer, où on va parler de groupe Delphi. Quoi qu'il en soit, c'est une méthode à ne pas négliger.